Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre invité. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du tourisme en ce 27 septembre. Nous avons voulu faire le point sur ce secteur dit désormais stratégique pour le gouvernement, mais qui peine à s'imposer comme une vraie locomotive de développement économique, pourtant si nécessaire pour nous. À défaut d'un tourisme balnéaire à la hauteur des standards internationaux, l'Algérie mise tout sur son Sahara pour attirer les touristes. La saison saharienne promet cette année d'être plus fructueuse selon les responsables du secteur, avec notamment des procédures assouplies pour l'obtention des visas d'entrée en Algérie. Notre invité reçoit donc ce soir Abdelhamid Terghini, le directeur de l'aménagement touristique et de la préservation du foncier touristique. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Terghini, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Alors en ce 27 septembre, journée mondiale du tourisme, l'Algérie, le tourisme en Algérie ne représente toujours que 2%, même pas 2% de son PIB, et elle est classée en termes de compétitivité touristique 118e sur 138 pays. Dans quel esprit, j'allais dire, célèbre-t-on aujourd'hui cette journée mondiale ? Je commencerai par vous remercier pour cette invitation qui me donne l'occasion donc de faire le point. De faire le point avec vous et de surtout de souhaiter une bonne année pour les acteurs et les opérateurs dans le secteur du tourisme par rapport à cette journée. Donc le 27 septembre, c'est une journée qui a été mise en place par l'Organisation mondiale du tourisme à l'effet de sensibiliser un peu tous les acteurs et surtout les décideurs pour un peu les entraîner dans une vision qui soit écologique, dans un cadre de développement durable. D'ailleurs, le slogan de cette année c'est un slogan qui est versé dans le tourisme durable comme outil de développement. Donc autant comprendre que le développement actuel ne doit pas être destructeur, il doit être surtout un protecteur donc, des ressources naturelles. Oui. Pour ce qui est donc de l'Algérie, elle doit s'intégrer dans cette démarche internationale parce que le tourisme actuellement est devenu une véritable industrie. Donc l'industrie nécessite un certain savoir-faire, une stratégie surtout. Donc au niveau mondial, il faut savoir que le PIB du tourisme représente 10% au niveau mondial. 11% même. 10 à 11%. Un emploi sur 10 est versé dans le tourisme et il y a plus de 1400 milliards de rentrées en dollars donc, qui se font annuellement. Si vous deviez, juste comme ça, en tant qu'expert du secteur, résumer un peu la grande ou le plus grand obstacle pour l'Algérie de s'imposer sur le marché international du tourisme dans cette industrie mondiale, quel serait cet obstacle, selon vous ? Non, je ne parlerai pas d'obstacle, mais nous avons des carences. Le schéma directeur de l'aménagement touristique, il a dans sa démarche d'abord diagnostiqué la situation du tourisme en Algérie. On va y arriver. Oui. Donc il a défini un peu les carences ou les choses qu'il faut rattraper. Par exemple, nous manquons de lits. Nous n'avons que 107 000 lits au niveau national, donc, alors qu'on a besoin de peut-être tripler un peu cette capacité. Nous avons aussi en matière pas uniquement d'hôtellerie ou d'infrastructures hôtelières, nous avons besoin de zones de loisirs, nous avons besoin que nos villes soient agréables pour les touristes. En fait, tout est à faire. Tout doit se construire. Donc nous devons, dans cette démarche de stratégie, nous devons mettre en place un véritable plan d'action pour pouvoir hisser notre pays en destination mondiale. Alors, en termes de volonté politique, est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie connexion entre les différents secteurs, les différents ministères? Parce que ça ne marchera pas s'il n'y a pas cette corrélation interministérielle. Effectivement, dans le schéma directeur de l'aménagement touristique, il y a une dynamique qui a été dédiée essentiellement à l'intersectorialité. Donc il faut que tous les secteurs participent à cette construction de la destination touristique. Est-ce qu'elle est effective algérienne. Bon, elle est effective, je dirais que oui, mais nous avons des problèmes sur le terrain. Des fois, chaque secteur essaie de développer son secteur sans penser aux autres finalement. Donc il faut qu'il y ait cette synergie, il faut qu'il y ait cette concertation. Donc le tourisme reste le parent pauvre un petit peu de toute cette dynamique. C'est une dynamique qu'il faudra
Par contre, le tourisme doit hisser les autres secteurs, c'est-à-dire que c'est un moteur de croissance pour les autres secteurs. On a besoin, pour alimenter des zones touristiques, on a besoin d'électricité, de gaz, d'eau, de TIC, de câbles, c'est-à-dire pour la téléphonie, etc. Donc toute cette dynamique, le tourisme, je pense qu'il peut jouer ce rôle de locomotive pour les autres secteurs. On va un petit peu tenter de comprendre ou de savoir quelle est la place qui a été dédiée au tourisme dans le plan d'action du gouvernement. Il y a ce point important qui est la poursuite de l'investissement dans les infrastructures de base et leur mise à niveau. Cela fait un moment qu'on parle de doubler la capacité des lits, du moins capacité d'hébergement à 200 000 lits en Algérie, sur tout le territoire. Y a-t-il un délai maximum pour la concrétisation de cet objectif? Oui, bien sûr. Bon, le SEDAT, il a fixé bien sûr un délai, c'est à l'horizon 2030. Donc à l'horizon 2030. Au départ, c'était 2025. 2025, bon, il y avait la durée de l'étude qui a duré un peu plus, donc ça s'est un peu basculé en matière. C'est surtout aussi pour s'annexer au SNAT, au schéma national de l'aménagement du territoire, qui a ciblé l'année 2030. Donc pour être aussi dans les mêmes délais. Donc le SEDAT 2030, il s'est donné des objectifs, s'est fixé des objectifs. Parmi ces objectifs, donc, il faut réaliser plus de 200 000 lits pour pouvoir recevoir autant de touristes qu'on peut. C'est-à-dire d'ici 2030, on aspire à recevoir au moins une dizaine de millions de touristes, y compris des touristes algériens qui veulent voyager dans leur pays. Donc, pour pouvoir arriver à cet objectif, il nous faut, l'essentiel, c'est d'avoir déjà des structures hôtelières qui peuvent supporter ces... Alors, ces mêmes structures hôtelières que nous avons déjà existantes, qui ne font le plein que pendant la saison estivale. Qu'allons-nous faire de plus de capacité d'hébergement s'il n'y a pas une réelle, comme on le disait là à l'instant, une réelle activité dynamique touristique en Algérie? Puisque les 9 mois restants de l'année, les hôtels, les établissements hôteliers sont en hibernation. Bon, nous avons deux produits essentiels qui sont sur le marché. Bon, il y a le produit saharien qui dure à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai. Après, nous avons celui du balnéaire qui dure donc du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Mais il y a aussi la vocation thermale. Il y a beaucoup de stations thermales qui sont fréquentées aussi durant toute l'année. Donc ça fait le plein généralement. Nous avons Pourquoi des il n'y a pas, par exemple, une politique événementielle qui accompagnerait cette politique d'investissement pour que les hôtels puissent organiser des événements, justement, des conférences, des congrès, et justement ne pas rester en rade, j'allais dire, lorsque l'activité touristique baisse. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a cette vous savez, actuellement, je vous donne un exemple, le portefeuille hôtelier qui appartient à l'État, qui a été construit dans les années 70 et qui a fait, je dirais, les beaux jours de l'Algérie en matière de tourisme. Dans les années 70, l'Algérie était une destination grâce à des complexes qui sont toujours là, mais qui sont en train d'être rénovés et mis à niveau, surtout modernisés en matière de technologie, de TIC, pour pouvoir répondre aux besoins standards internationaux. Donc effectivement, ils sont en train d'être rénovés pour être à la page, je dirais, de la demande actuelle. Mais le privé aussi, il ne faut pas oublier que le privé est en train de réaliser, ça ne représente qu'en matière de lits, ça ne représente que 10 à 15%, mais le reste c'est du privé, c'est du ressort du privé qui doit... Le privé s'est impliqué davantage ces dernières années? Il s'est impliqué de plus en plus. Là, je vais vous donner un indicateur. En 2008, nous avions 700 projets qui ont été agréés par le ministère, 2008-2009. Actuellement, nous sommes à 1812. 1800, donc, on a entre 2011 et 2017. On a pratiquement multiplié par 3 les agréments. Bon, il y a 582 projets qui sont en cours de réalisation, ce qui représente à peu près 75 000 lits. Mais nous avons besoin que ces projets non seulement soient réalisés, mais soient réalisés en qualité aussi. Il ne faut pas faire des constructions qui ne répondent pas aux besoins de toutes les bourses du citoyen. Il ne faut pas que ce soit uniquement du 5 étoiles
ou du 4 étoiles. Il faut justement, est-ce que toutes les franges de la population déjà algérienne, puisqu'on vise en premier lieu les touristes locaux, seront justement ciblés par toutes ces infrastructures, toute cette politique d'investissement dans l'infrastructure? Dans notre plan d'action, notre vision 2030, c'est-à-dire que nous devons diversifier l'offre touristique, soit en termes d'hébergement, soit en termes de produits touristiques. Il faut que toutes les catégories sociales, je dirais, puissent y aller trouver leurs produits, c'est-à-dire en matière de les jeunes, les couples, les familles, les vieux peut-être. Il faut penser à tout le monde comme ça. Tout le monde doit être. Il faut qu'il y ait des produits destinés à toutes les catégories sociales pour pouvoir répondre à toutes les demandes, bien sûr. Dans notre programme, donc il y a beaucoup d'hôtels. Je dirais moyenne gamme qui se construisent entre 2 et 3 étoiles. La forte demande, elle est là. Donc, mais actuellement, nous n'avons que 25 hôtels en 4 et 5 étoiles sur le territoire national. Mais la plupart des hôtels, c'est entre 1 à 3 étoiles. Le plus grand nombre, il se situe donc dans cette fourchette. Donc le moyen gamme permet donc effectivement aux familles moyennes à faible revenu, aux moyens revenus, de pouvoir s'offrir des vacances dans en Algérie. En Algérie, surtout. Alors, est-ce qu'il y a aussi une stratégie de marketing, de promotion touristique? Parce que il est là aussi le talon d'Achille du secteur du tourisme. Il n'y a pas assez de visibilité des produits algériens, des produits touristiques algériens, déjà au niveau national, pour cibler déjà les touristes locaux. Est-ce qu'il y a là encore un problème de coordination avec notamment les autorités locales qui ne joueraient pas le jeu dans ce sens? Non, je ne penserais pas que ce soit ça le problème, mais parmi les axes aussi, le premier axe qui a été défini dans le schéma directeur, c'est la promotion de la destination Algérie, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, à l'extérieur, on est en train actuellement de participer à des salons internationaux qui se font annuellement. Donc nous avons l'Office national du tourisme, l'ONT, qui participe à une dizaine de salons, je crois, au niveau international pour pouvoir attirer les touristes étrangers. Mais je crois qu'il y a un travail important à faire pour le tourisme national. Tout le monde doit contribuer, je dirais les agences de voyage, les opérateurs, tout le monde doit contribuer de façon à ce qu'on rende notre territoire visible à tout le monde. Alors, en termes d'infrastructures hôtelières, les établissements hôteliers, selon les chiffres de l'Office national des statistiques, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, entre 2014 et 2015, il y a parfois un recul dans le nombre des établissements, notamment par exemple pour les établissements sahariens qui sont passés de 60 à 55. Comment expliquer qu'il y ait des reculs alors qu'on cherche à doubler nos capacités d'hébergement? Pour le Sud, il ne faut pas voir de la même manière, parce que le Sud, on n'a pas besoin de grandes infrastructures hôtelières, parce que le touriste au niveau du Sud, donc, il part là-bas pour un dépaysement total, donc c'est surtout la nature. Donc, mais là, il s'agit d'établissements qui n'existent plus. Oui, mais pourquoi ils n'existent plus? Parce qu'il y a moins de touristes qui y vont, c'est une règle claire. Donc le touriste, si le nombre augmente, donc on aura le besoin d'infrastructures. Mais s'il n'y a pas de touristes, il y a beaucoup d'établissements qui ferment automatiquement. Donc l'établissement est là pour répondre à une demande, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une demande? Puisque nous sommes dans une logique d'investissement sur les infrastructures de base pour le secteur touristique, est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'on pourra faire travailler ces établissements lorsqu'ils seront bien sûr, réalisés? Au niveau du Sud, bon, c'est pas la même vision au niveau, c'est-à-dire le schéma directeur a mis en place des pôles touristiques de façon à équilibrer un peu le territoire. Il y a 7 pôles touristiques, 3 au niveau du nord littoral et 2 sahariens et 2 au niveau du Grand Sud. Donc cette répartition spatiale, elle a été faite justement pour équilibrer, pour un peu mettre les choses de l'ordre un peu dans le... Il ne faut pas trop développer un territoire par rapport à un autre, donc il faut qu'il y ait un équilibre par rapport à la demande aussi. Oui. Voilà. Alors, justement, le maintien des avantages octroyés par le Code des investissements et autres dispositions législatives, on le retrouve dans le plan d'action du gouvernement. Vous le disiez, 1800 projets sont approuvés. Quels sont vous parlez de diversification des segments, des filières touristiques. Comment faire pour que ce soit équitable, pour que ces infrastructures soient équitablement réparties, qu'il n'y ait pas des secteurs, des filières lésées par rapport à d'autres, comme le thermal ou autre?
Oui, vous savez que l'investisseur il cherche avant tout de faire, c'est-à-dire pour faire un profit, mais au niveau de notre ministère, donc il y a un accompagnement qui est fait au niveau local à travers notre direction qui se trouve dans les 48 wilayas et les wilayas délégués aussi. Donc nous sommes en train de suivre les investisseurs, de les recevoir et de les orienter vers les créneaux porteurs. Il y a beaucoup de demandes, par exemple, en matière de camping qui se font durant la saison estivale. Oui. Donc on oriente un peu les investisseurs. Camps de toile. Les camps de toile, les villages d'habitation légère aussi. Oui. Parce que vous savez, au niveau du littoral, il y a beaucoup de zones forestières, beaucoup de terrains agricoles. Donc on espère que l'investisseur puisse aller vers des projets réversibles. C'est-à-dire qu'on peut réaliser et enlever en cas de besoin. Donc il ne faut pas trop surcharger un peu le territoire comme ça a été fait dans des pays comme l'Espagne par exemple, qui ont construit toutes leurs côtes et qui sont en train de démolir maintenant. Donc on préfère que ce soit un développement durable et harmonieux de notre littoral et de notre territoire. Alors la mise à niveau des zones d'expansion touristique pour attirer les investisseurs, on le retrouve aussi dans le plan d'action sur, vous me corrigerez si je me trompe sur les chiffres, sur 205 Z, zones 225, voilà, zones donc délimitées, 22 seulement auraient été récupérées et aménagées. Le reste est confronté à des problèmes de foncier, les terres appartenant soit à des privés, soit à des collectivités locales. Alors ce problème n'est toujours pas réglé au niveau du secteur du tourisme. Doit-on déjà commencer par là pour espérer développer une activité touristique durable? Oui, dans le cadre de l'encouragement de l'investissement, vous savez que l'investissement il repose sur deux piliers essentiels. Donc nous devons avoir un foncier et un financement. Oui. Donc c'est les deux F. Il faudra que l'investisseur puisse d'abord acquérir un foncier. Ça a été allégé par l'État. Donc l'article 48 de la loi de finances 2015 préconise au Wali de donner le foncier carrément de gré à gré aux investisseurs, à condition que le projet soit bien fait, bien étudié, etc. Au niveau des zones touristiques, les 225 zones touristiques, donc la plupart ont été créées en 88. Hein. Oui. Mais vu le retard qui a été pris en matière de plans d'aménagement touristique qui n'ont démarré qu'en 2010 hein, réellement, hein. Donc à cause de la décennie noire qu'a connue l'Algérie, donc c'était des territoires un peu, je dirais, délaissés entre guillemets. Mais les plans, la planification réelle spatiale qui a été faite donc, dans ces territoires a commencé réellement en 2010. Donc nous avons commencé à élaborer les plans d'aménagement touristique. Actuellement, il y a 35 qui sont, non pas 22, donc il y a 35 qui ont eu leur plan aménagement touristique. Ça reste très peu. Ça reste très peu. Pourquoi ce dossier tarde à être assaini? Ça reste très peu par rapport à deux facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est que ces terrains qui sont à l'intérieur des zones touristiques, malgré que la vocation et l'utilité publique de ces zones ont été définies par une loi, la 0303, oui. Mais au niveau du terrain, nous trouvons beaucoup de privés qui sont à l'intérieur, oui. Beaucoup de terrains qui sont exploités par l'agriculture à titre d'exemple. Donc nous devons faire beaucoup de travail de concertation avec ces secteurs. Il y a les forêts aussi. Donc nous essayons de trouver des alternatives, comment occuper ou bien aménager, développer ces espaces sans altérer la vocation ou les vocations qui existent. Et le détournement aussi de ces zones d'expansion? Le détournement, c'est pas... De leur vocation première? Le détournement, on a constaté, il y a eu l'année dernière une équipe qui s'est déplacée dans toutes les wilayas où les zones touristiques existent. Nous avons 34 wilayas sur les 48 qui disposent de zones touristiques. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'urbanisation qui a été faite. Oui. Nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup d'équipements d'intérêt public comme les stations de dessalement, les stations thermoélectriques. Il y a beaucoup d'équipements aussi qui ont été installés au niveau de ces zones à vocation touristique. Est-ce que cela dérange ou il y a une opération d'assainissement de ce foncier qui a été lancée par M. le ministre. Donc le dossier est en train d'être finalisé pour pouvoir un peu reconfigurer peut-être quelques sites pour préserver ce qui reste à préserver et peut-être créer d'autres zones où ce problème ne se pose pas. On a vu l'exemple, par exemple, du ministre des Ressources en eau qui parle d'aménager des zones touristiques autour des barrages. Oui, nous avons classé dernièrement. À Ain Defla, il y a une zone qui s'appelle Sed Daghrib qui a été classée comme zone touristique et qui a une façade sur le barrage. Donc on compte la développer ensemble. Donc ça peut devenir... C'est-à-dire développer un produit climatique et un produit autour des barrages. Notamment pour les locaux.
Pour les locaux surtout, bien sûr. Alors, un mot aussi, donc on en parle justement, l'urbanisation anarchique sur le littoral. Beaucoup pointent du doigt le dysfonctionnement entre les outils d'aménagement et le souci de la préservation des sites, enfin la protection de la nature, pardon. Oui. Donc justement, est-ce qu'on peut arriver à faire appliquer cette loi de manière effective? Vous savez, il y a beaucoup de lois qui sont... nous avons un arsenal juridique en termes de protection du littoral, on est très avancé sur ce volet-là, mais des fois, la réalité du terrain, elle est tout autre. Je vous donne un exemple. Il est interdit, formellement interdit, de construire sur la bande des 100 mètres. Oui. Mais le tourisme dans le monde entier, c'est des projets qui ont directement, qui sont pieds dans l'eau. Donc il faudra qu'on trouve un peu des alternatives de façon à ce que c'est-à-dire que la loi soit respectée, mais que le développement touristique se fasse aussi. Donc il faut trouver l'équilibre. Donc il faudrait changer peut-être la loi, c'est ce que vous voulez dire? Pas changer, mais peut-être... Si elle n'est pas en phase avec la réalité... Voilà, donc nous avons peut-être pas tout le littoral, mais il y a des zones... Bon, il y a aussi l'érosion marine, il faut faire très attention. Il y a la mer à l'avance aussi, hein, donc nous devons faire très attention. Le développement doit se faire d'une manière... je dirais, harmonieuse et surtout respectueuse de l'environnement. Alors on va passer au schéma directeur de l'aménagement touristique, achevé selon le premier responsable du secteur à près de 53%. Concrètement, ça veut dire quoi pour le secteur du tourisme? Vous savez que le schéma directeur de l'aménagement touristique national, hein, il a été adopté en 2008. Oui. Ça, c'est la vision stratégique du secteur. Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. D'ailleurs, vous me faites rappeler que l'année prochaine, nous devons faire un bilan d'étape de ce schéma. 53%, ça vous paraît... Non, les 53%, vous savez que ce schéma est en train de se décliner au niveau de chaque wilaya. Chaque wilaya a réalisé son propre schéma, sa feuille de route au niveau local, comment réaliser le tourisme ou comment construire le tourisme au niveau de chaque wilaya. Et c'est le nombre de schémas directeurs qui sont réalisés au niveau de chaque wilaya par rapport aux 48 qui donne un taux de 53%. Donc on est un peu... C'est les schémas de wilaya, ce n'est pas le schéma national. Très bien. Alors on va faire le point sur la saison saharienne prévue le 1er et le 2 octobre prochain. Les facilitations de l'obtention des visas pour les étrangers, c'est une mesure qu'on attendait depuis longtemps pour ne plus être cette destination fermée comme on a pu le voir ailleurs. Donc quels sont les pays ciblés qui pourraient donc nous intéresser pour le tourisme saharien? Je vous ai dit que l'Office national du tourisme participe à des salons, je dirais, classiques, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, donc pour attirer un peu les marchés classiques émetteurs, mais nous devons cibler aussi d'autres marchés tels que les pays, je dirais, les pays, c'est-à-dire de l'Europe centrale, c'est-à-dire les pays de l'Est surtout. La Russie, par exemple, la Chine, ils drainent beaucoup de touristes. D'ailleurs, la Chine, je crois qu'elle exporte plus de 120 millions de touristes par an. Donc, nous devons capter d'autres marchés. Et le travail, il est en train de se faire. C'est-à-dire, ce sera effectif, cette saison saharienne? Inch'Allah, d'ailleurs, ça sera annoncé peut-être par M. le ministre qui va se déplacer personnellement pour lancer cette saison dans les prochains jours. La possibilité d'émettre des visas sur place dans les ports et aéroports d'Algérie, est-ce que c'est possible? Je ne peux pas vous dire pour le moment, mais je crois qu'il y a un comité qui a été mis en place, intersectoriel, qui a été mis en place avec les affaires étrangères et je crois que c'est un dossier qui avance très bien. Alors, en parlant des affaires étrangères, il y a ce fameux rapport qui émane du ministère des Affaires étrangères français chaque année et qui déconseille à ses ressortissants de se rendre en Algérie, quelles que soient d'ailleurs les conditions sécuritaires que l'on ait pu connaître. Et cela porte évidemment lourdement préjudice au secteur du tourisme puisque beaucoup des touristes potentiels, notamment européens, vont aller voir ce que dit ce rapport sur l'Algérie. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialoguer avec la France? Est-ce que c'est déjà en cours, notamment à travers le futur comité interministériel algéro-français pour ne plus subir ces rapports annuels? Bon, vous savez que ces rapports, elles se font des fois, je ne sais pas, ce qu'ils respectent un peu la réalité du terrain. Parce que l'Algérie, je pense qu'elle est considérée comme un pays très
je dirais, en matière de sécurité, c'est un pays qui reste stable politiquement, sécuritairement. Alors que d'autres pays qui le sont beaucoup moins ne sont pas cités dans ce rapport. Qui sont mitoyens à notre pays, qui sont en véritable instabilité politique et sécuritaire, ils ne sont pas cités dans ce rapport. Donc pour nous, ce rapport, je pense qu'il ne va pas nous porter préjudice parce que les touristes, bon, il y a maintenant les médias sociaux, il y a beaucoup de formations qui circulent sur le net, donc les gens, les touristes, ils viennent, vous pouvez aller le constater au niveau. Donc ce rapport n'a pas d'incidence selon vous? Je pense, à mon avis, que sur le tourisme en Algérie. Bon, il peut avoir, bien sûr, les gens le lisent, c'est normal, mais je ne pense pas qu'il reflète la réalité du terrain. On arrive à la dernière question et vous avez vraiment moins de 30 secondes pour y répondre. Cette année, à peu près 2 millions, presque 2 millions d'Algériens se sont rendus en Tunisie pour passer leurs vacances d'été, faute de prestations à la hauteur, de gratuité des plages qu'on avait promis mais qui n'ont pas été garanties. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ce chiffre aujourd'hui au ministère du Tourisme? Et on terminera là-dessus. Oui, donc je reviens toujours à notre stratégie qui fixe en priorité le tourisme national. Donc nous devons capter ce flux très important. Je dirais même qu'en 2016, il y a eu plus de 4 millions de touristes algériens qui sont partis à l'étranger et que nous devons tout faire pour les garder dans notre pays. Voilà. Inch'Allah, vous y arriverez. En 2030, c'est ça? C'est la date butoir. La date butoir et j'espère qu'on sera là pour goûter aux fruits. Monsieur Abdelhamid Terghini, vous êtes, je rappelle, le directeur de l'aménagement touristique et de la préservation du foncier touristique. Merci d'avoir été avec nous au ministère du Tourisme, évidemment. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission a désormais sa page Facebook, Notre Invité. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur cette émission. Merci à vous. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.